Il y a des erreurs dont on se souvient dans chaque détail. La couleur exacte du ciel, l'odeur précise de l'air, le moment exact où l'on comprend que quelque chose ne va plus jamais bien se passer. Pour moi, ce moment, c'était quand mon GPS m'a placé au fond de la mer de Bering. À 200 mètres sous l'eau, alors que mes bottes étaient posées sur de la neige. Bienvenue sur Légions Obscures, la chaîne qui relate les histoires paranormales, étranges, curieuses du monde militaire. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Le mot qu'on nous a répété pendant tout le briefing, c'était « sans incident ». Une mission de reconnaissance sans incident. Cartographier une zone non répertoriée. Vérifier des anomalies sur des photos satellites. Collecter des données géologiques. Rentrer en 5 jours. Du travail de routine, nous a-t-on dit. Mais il y a des choses que les officiers ne disent pas avec leurs mots. Ils les disent avec leurs mains. Le commandant Whittaker avait ses mains là ce matin. 38 ans, expérimenté, le genre d'homme qui gagne ses galons sur le terrain plutôt que derrière un bureau. Quand il nous parlait de la zone, sa voix était parfaitement stable. Mais ses mains n'arrêtaient pas de redresser les documents en angle parfait sur la table. Encore et encore. Un geste qu'on ne lui avait jamais vu. Les cartographes avaient évité cette zone depuis des décennies. Pas parce qu'elle était classifiée, non. Personne n'avait jamais documenté pourquoi. Je m'appelle Caporal Ryan Malister. 6 ans de reconnaissance en terrain hostile. Assez longtemps pour reconnaître un briefing délibérément vague. Assez longtemps pour voir dans les yeux d'un officier supérieur qu'il vous envoie quelque part où il ne mettrait jamais les pieds lui-même. Whittaker avait ce regard. Notre équipe était réduite volontairement. 3 personnes seulement. Moi, l'éclaireur Evan Brooks et le lieutenant Whittaker. Brooks avait 24 ans. Il venait de l'Oregon. Il avait ce rapport instinctif avec la nature sauvage qu'on ne peut pas s'apprendre dans les manuels. Il lisait le temps dans la forme des nuages, prédisait le comportement animal à partir de traces que la plupart des gens ne remarquaient même pas. 2 semaines plus tôt, il avait retrouvé notre cage de ravitaillement perdue dans une tempête blanche, en suivant une intuition qu'il ne savait pas expliquer. « J'avais l'impression que c'était par là », avait-il dit en pointant vers un point à 300 mètres, là où tout notre équipement était enterré sous la neige fraîche. J'aurais dû me souvenir de ça. J'aurais dû me souvenir que Brooks faisait confiance à ses instincts avant tout le reste. L'hélicoptère nous a déposés aux coordonnées juste après l'aube, le 3 mars. Le pilote a maintenu l'appareil à 1 mètre du sol. Il n'a pas atterri. « Les rotors se comportent bizarrement ici », a-t-il dit dans le casque. « L'air est plus épais qu'il devrait l'être. » 30 secondes après qu'on ait déchargé notre matériel, il était parti. Le bruit des rotors s'est évanoui plus vite que la physique ne le permettait normalement. Nous sommes restés un moment dans le silence, à regarder. La toundra gelée s'étendait dans chaque direction, ponctuée par des groupes d'épinettes noires qui semblaient avoir été positionnés délibérément. Un espacement trop régulier, trop parfait pour être naturel. Le ciel était d'un blanc-gris uniforme, le genre de lumière arctique qui efface les ombres. Sauf que j'avais une ombre, nette, sombre, posée sur la neige devant moi. Elle pointait vers moi, pas loin de moi, pas autour de moi, vers moi, comme si je me trouvais entre elle et le soleil. Mais le soleil était derrière moi, caché derrière les nuages, et l'ombre pointait dans la mauvaise direction. « Vérification de navigation », a dit Whittaker en sortant son GPS. J'ai fait de même. L'écran a clignoté. Il a affiché notre position. Puis il a sauté vers des coordonnées qui nous plaçaient dans le cercle arctique près de Prudhoe Bay, puis dans le golfe d'Alaska, puis quelque part en Russie. Les chiffres changeaient toutes les quelques secondes. Chaque lecture confiante, précise et complètement différente de la précédente. Brooks fixait sa boussole. L'aiguille tournait lentement sur elle-même. Pas d'oscillation, pas d'hésitation, juste une rotation constante, régulière, comme la trotteuse d'une montre.
Peut-être une interférence magnétique, ai-je proposé. Je n'y croyais pas moi-même. Les anomalies magnétiques ne font pas dysfonctionner les satellites GPS. Ce sont des systèmes différents, des technologies différentes, des modes d'erreur différents. Consultez la carte papier, a dit Whittaker à voix basse. J'ai déplié la carte topographique. Elle montrait clairement le terrain. Lignes de niveau, cours d'eau, zones de végétation. J'ai regardé le paysage autour de nous, puis la carte, puis le paysage. La carte indiquait un lac à 3 km au nord. Il n'y avait pas de lac, juste de la toundra plate. Mais quand j'ai baissé les yeux vers la carte, le lac avait bougé. Il était maintenant marqué à 4 km au nord-ouest. J'ai fixé la carte sans la quitter du regard. Et j'ai vu les lignes de contour se déplacer, se redessiner, s'assembler en configurations différentes pendant que je les regardais directement. La carte se rééditait elle-même. « Lieutenant » a dit Brooks, et quelque chose dans sa voix nous a fait nous retourner immédiatement tous les deux. Il tenait son téléphone. L'écran était allumé. On nous avait dit qu'il n'y aurait aucun signal ici. Je reçois un message. Du commandement. Whittaker s'est approché. Non. Le visage de Brooks était devenu livide. De mon propre téléphone. Il a tourné l'écran vers nous. Expéditeur, son propre numéro. Horodatage, 9h23. Ma montre indiquait 9h13. Le message était envoyé 10 minutes dans le futur. Par Brooks, à lui-même. 2 mots seulement. Ne campez pas. C'est peut-être un test de guerre électronique, ai-je dit. Whittaker avait déjà la radio en main. Équipe Reco 7 à base de commandement, vous me recevez? La réponse est venue immédiatement, claire, nette. Équipe Reco 7, on vous reçoit 5 sur 5. Statut? Nous avons des défaillances d'équipement. GPS inutilisable, boussole en panne. Demandons des négatifs sur les clarifications. Ce n'était plus la même voix, accent différent, ton différent. La mission continue comme prévu. Maintenez le silence radio sauf urgence. Ne transmettez pas de rapport de position. Accusé réception. J'ai vu la mâchoire de Whittaker se contracter. Commandement, nous avons une défaillance de navigation sur plusieurs. Accusé réception, lieutenant. Whittaker a pesé ses options. Discuter avec le commandement, refuser des ordres, faire demi-tour. Mais nous étions en mission depuis moins d'1 heure. Des problèmes d'équipement ne constituaient pas une raison officielle d'abandonner. Pas quand le commandement vous disait explicitement de continuer. « Reçu », a-t-il finalement dit. « Équipe Reco 7 poursuit la mission. »« Bonne chance », a dit la voix. Et puis elle a ajouté quelque chose. Une phrase que personne n'avait demandée. « Essayez de ne pas vous perdre, de la même façon que les autres. » La radio s'est éteinte avant que Whittaker puisse répondre. Nous avons marché vers le nord, ou ce que notre meilleur jugement désignait comme le nord, sans boussole, sans soleil. Brooks prenait la tête, guidé par ses instincts. Je portais l'équipement. Whittaker fermait la marche, consultant son GPS, même s'il continuait d'afficher des positions impossibles. Le terrain était faux. Pas de façon dramatique. Pas d'une manière qui vous arrête et vous fait fixer le vide. Mais faux en petits incréments qui s'accumulaient en quelque chose de profondément inquiétant. L'espacement entre les arbres était trop régulier. La neige avait une texture naturelle de loin, mais révélait des formes géométriques quand on la regardait de près. Des hexagones dans des hexagones. Des fractales que les cristaux de glace ne forment pas dans la nature. Et il n'y avait aucune trace d'animal, nulle part. En 6 ans d'opération arctique, je n'avais jamais vu un terrain aussi étendu sans signe de vie. Pas une empreinte de lièvre, pas de piste de renard, pas de marque d'oiseaux. Rien n'avait marché ici, à part nous. Après 2 heures, Brooks s'est arrêté brusquement. « Vous entendez ça ?» J'ai écouté. Silence, silence complet, absolu. Pas de vent dans la végétation, pas de craquement de glace, pas le moindre bruit. En milieu sauvage, il y a toujours un son,
des oiseaux lointains, le gémissement de l'eau gelée, votre propre cœur amplifié par l'air froid. Mais ici, c'était le silence d'une salle insonorisée. « Je n'entends rien », ai-je dit. « Exactement », a répondu Brooks. « Écoutez votre respiration. » J'ai inspiré, expiré. Le son était étouffé, absorbé par l'air lui-même, comme si l'atmosphère avait été traitée avec un matériau d'isolation acoustique. Quand je parlais, ma voix sonnait plate, morte, sans la résonance normale des mots voyageant dans l'espace. Anomalie de propagation sonore, a dit Whittaker en consultant son carnet. Il ajoutait ça à sa liste. Défaillance des instruments de navigation, inconsistance cartographique, dysfonctionnement électronique temporel. Et maintenant, atténuation acoustique. Ce n'est pas aléatoire, c'est délibéré. Délibéré par qui, ai-je demandé. Whittaker n'a pas répondu, mais sa main s'était déplacée inconsciemment vers son arme de service. Nous avons établi le camp à 17h. Brooks a préparé le repas. J'ai organisé le matériel. Whittaker a patrouillé le périmètre. Nous avons mangé, nous avons parlé. Nous avons fait exactement ce que des soldats expérimentés font quand les choses commencent à aller mal. Nous avons maintenu la routine. À 18h43, Brooks s'est levé pour prendre le premier quart de garde. Il a marché jusqu'au bord du périmètre éclairé, son fusil décontracté sur l'épaule, son souffle visible dans l'air froid. Je nettoyais les ustensiles de cuisine quand j'ai entendu « rien ». C'est plus effrayant que le cri. Pas un son, pas un cri, pas un bruit de lutte. Juste l'absence de son là où Brooks se tenait 30 secondes plus tôt. J'ai levé les yeux. Le périmètre était vide. Nous avons atteint l'endroit où il se trouvait en quelques secondes. Ses empreintes étaient claires dans la neige. Elles menaient jusqu'au bord de notre zone éclairée. Et puis elles s'arrêtaient. Pas estompée par le vent, pas recouverte de neige fraîche. Elle s'arrêtait. La dernière empreinte montrait seulement le talon, comme s'il avait soulevé son pied avant pour faire un pas de plus, et n'avait jamais complété ce mouvement. J'ai balayé la zone avec ma lampe. Le faisceau pénétrait à peine 6 mètres avant que l'obscurité ne l'absorbe. Impossible dans l'air clair et froid de l'Arctique, où la lumière voyage normalement sur des kilomètres. « Brooks !» a crié Whittaker. Sa voix sonnait étouffée, avalée par l'anomalie acoustique. Aucune réponse. Presque mon téléphone a vibré. Un SMS du numéro de Brooks. Horodaté 18h32, 11 minutes avant qu'il disparaisse. Je peux vous voir tous les deux depuis ici. Vous êtes exactement là où je me tenais. Ne suivez pas mes empreintes à rebours, elles ne mènent pas à la tente. Nous nous sommes retournés lentement pour regarder les traces que nous avions suivies. Elle ne menait plus de la tente vers le périmètre. Elle menait du périmètre vers la tente. Comme si Brooks avait approché du camp depuis l'obscurité et s'était arrêté à la lisière, n'avait jamais traversé, n'était jamais entré. Il n'était jamais dans le camp, a dit Whittaker. Mais nous avons tous les deux le souvenir de lui qui cuisinait, qui mangeait, qui marchait jusqu'au périmètre. Whittaker ne répondait pas. Il regardait la tente. Autour de la tente, la neige était vierge, sauf nos propres empreintes. Aucune trace ne menait à elle, ni n'en venait. Combien d'équipes sont venues ici avant nous, ai-je demandé. Whittaker n'a pas fait semblant de ne pas comprendre la question. 3 que je sache. Une en 1977, une en 1991, une en 2004. Qu'est-il arrivé à ces équipes ? L'équipe de 77 a signalé des défaillances similaires aux nôtres et a été extraite tôt. Celle de 91 a terminé sa mission et n'a signalé rien d'inhabituel. Quant à celle de 2004, 2 des 5 membres sont revenus. Le rapport officiel parle d'une tempête, de séparation, d'hypothermie. Mais les 2 survivants ont dit qu'il n'y avait pas de tempête. Ils ont dit que les 3 autres avaient simplement quitté le camp à pied et n'étaient jamais revenus. Quittés à pied. Pas perdus, pas emportés. Ils sont partis. Whittaker a regardé la lisière des arbres. Et vous ne croyez pas à la version officielle. Je crois que le commandement nous a envoyés ici avec un soutien minimal, aucune couverture satellite, et des ordres explicites de ne pas signaler notre position. Il a marqué une pause. Je crois que ce qu'ils s'attendent à ce qu'on trouve, ils ne veulent pas de traces officielles de notre découverte. À 18h47, mon téléphone a vibré à nouveau, de Brooks. Il y en a d'autres ici, les équipes d'avant. Certains sont là depuis des années.
Ils essaient encore de trouver le chemin du retour. Mais plus longtemps vous restez, plus il devient difficile de se souvenir de quelle version de la réalité vous appartenez. Malister, vérifiez votre poche gauche. J'ai plongé ma main dans la poche gauche de ma veste. J'ai trouvé quelque chose. Quand je l'ai sortie, ma main tremblait. C'était une boussole. Pas d'équipement militaire. Du vieux laiton civil, poli par des décennies d'utilisation. Le genre que mon grand-père aurait pu porter. Je n'avais aucun souvenir de l'avoir mise là. L'aiguille pointait directement vers ma poitrine. Pas vers le nord, vers moi. Et quand je tournais sur moi-même, l'aiguille me suivait, maintenue sur mon centre, comme une accusation silencieuse. Puis je l'ai vue. Pas directement, dans ma vision périphérique, où elle existait de façon plus solide que dans le champ central. Une silhouette qui marchait à la lisière des arbres, humanoïde, mais légèrement fausse dans ses proportions. Trop grande d'une façon qui devenait évidente seulement quand on évitait de la regarder en face. Des bras accrochés à des angles incorrects. Elle portait de l'équipement de froid militaire des années 1970. Et elle suivait exactement les empreintes de Brooks. « Ne la regardez pas », a murmuré Whittaker. Nous avons tous deux fixé la tente, l'utilisant dans notre vision périphérique pour surveiller la silhouette. Elle a atteint un endroit où les empreintes de Brooks s'arrêtaient, et elle s'est immobilisée. Pendant 30 secondes qui ont duré une éternité. Et puis elle a marché droit sur nous. Elle s'est arrêtée à 3 mètres. Ni Whittaker ni moi n'avons bougé. Pas par bravoure, par impossibilité physique. Comme si l'air autour de nous était devenu trop dense pour permettre le mouvement. Elle nous a regardés, ou quelque chose qui ressemblait à regarder. Son visage, si on pouvait appeler ça un visage, changeait selon l'angle. De face, des traits humains, presque. De côté, rien. Juste le vide qui prenait la forme d'une tête. Elle a levé une main, trop de doigts, ou le bon nombre dans trop de positions simultanément. Et elle a pointé vers la tente, vers le sac de couchage vide de Brooks. J'ai senti quelque chose changer dans ma mémoire, pas disparaître, se réécrire. Comme si quelqu'un tournait lentement une molette dans ma tête, remplaçant Brooks par une absence qui avait toujours été là. Nous reconnaissons l'inconsistance, a dit Whittaker à voix basse, très calme, comme s'il savait exactement à quoi il s'adressait. Nous la résolvons nous-mêmes. La figure l'a regardé, longtemps, puis elle a baissé la main, et elle est repartie. Pas vers la forêt, juste ailleurs. En quelques pas, elle était moins nette, moins certaine, et puis elle n'était plus. Whittaker a sorti son carnet et a continué à écrire sans dire un mot. J'ai regardé le sac de couchage qui n'était plus celui de Brooks. Et j'ai compris que ce qui venait de se passer n'était pas une attaque, c'était une vérification. Cette nuit-là, ni Whittaker ni moi n'avons dormi, nous avons documenté tout. Dans nos carnets séparément, sans nous concerter, pour voir si nos témoignages correspondraient. Ils correspondaient mot pour mot jusqu'à un certain point, puis divergeaient sur des détails que nous n'aurions pas dû percevoir différemment. La même scène, 2 versions légèrement incompatibles. Nous avons été extraits à l'aube. Personne ne nous a demandé où était Brooks. Pas à l'extraction, pas au débriefing, pas dans les formulaires administratifs qu'on nous a fait remplir pendant 4 heures dans une salle sans fenêtre à Elmendorf. Les formulaires listaient notre équipe. 2 personnes, Whittaker et moi. 3 semaines plus tard, j'ai reçu de nouveaux ordres. Une unité sans désignation publique. Une installation qui n'apparaissait sur aucune carte. Whittaker aussi. Dans l'installation, une civile m'a reçu. Elle avait lu mon rapport. Les 2 versions, celle que j'avais remise officiellement et celle que j'avais cachée dans la doublure de mon sac, rédigées différemment, avec les détails que j'avais choisi de ne pas soumettre, elle les avait toutes les 2. Ces structures existent sur 17 sites identifiés, m'a-t-elle dit en posant des photographies sur la table. Vous êtes le premier à revenir avec une mémoire cohérente et un témoin concordant. Qu'est-il arrivé à ceux qui ne sont pas revenus ? Ai-je demandé.
Elle a rangé les photographies sans répondre. Nous vous redéployons dans 6 semaines. Cette nuit-là, dans ma chambre de l'installation, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Un seul message. La zone se souvient de toi. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas dormi. Et je n'ai plus jamais regardé une carte sans vérifier que les lignes ne bougeaient pas pendant que je la lisais. Dehors, la nuit continuait. Normale, ordinaire, banale. Sauf que maintenant, je savais. Les espaces vierges sur les cartes ne sont pas vides. Ils attendent. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Si vous souhaitez une suite ou d'autres histoires similaires, n'hésitez pas à commenter.